Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'être là. Ce matin, il y avait ceux qui regardent la télévision dans les chaînes continues. Il y avait un grand sujet partout. Les Français ont la flemme. Grand titre partout. Et les interviews des gens dans la rue, on leur disait alors, oh, j'ai la flemme de tout, je sors plus de chez moi, j'achète des couettes, etc. Donc j'étais inquiet ce matin. Je me suis dit, que va-t-il se passer? Alors merci beaucoup d'avoir résisté. C'est un tiers des Français annoncé à la télé. Bon, on sait bien qu'à la télé, il faut se méfier de ce qu'on dit parfois, parce que tout n'est pas toujours vrai. Mais enfin, voilà. Merci donc, et doublement merci, parce que l'avion de Thierry Breton avait 25 minutes de retard, mais le chauffeur des Idées mènent le monde est plus rapide que l'éclair, et il a réduit le retard à 10 minutes. Voilà. Et donc, merci beaucoup d'être là. Thierry Breton, que nous allons accueillir, est très attendu par nous tous. Il est commissaire européen depuis 3 ans, il a été un grand dirigeant de société, il a été ministre de Jacques Chirac, l'économie et les finances, et ça a été classé à plusieurs reprises, du temps où il était dans le privé, parmi les plus performants des responsables économiques français. Actuellement, il est donc commissaire européen chargé, tenez-vous bien, marché intérieur, politique industrielle, tourisme, numérique, audiovisuel, défense, espace. Bon, il ne reste plus grand-chose pour les autres commissaires. Et donc c'est un super commissaire que nous recevons aujourd'hui et chargé des choses qui nous concernent directement, puisque évidemment ce sont les problèmes d'énergie qui nous occupent en ce moment après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il a eu une période faste avec le vaccin, la période du Covid, puisqu'il a été appelé Monsieur Vaccin. Il avait réussi à faire que ces vaccins, la plupart d'entre eux, soient fabriqués en Europe. Et l'Europe a donc mis toutes ses forces à contribution et a été très importante dans la protection de tous les Européens de cette fameuse épidémie. Ensuite, tout ne marche pas toujours bien. La guerre en Ukraine remet au centre du jeu Thierry Breton, puisqu'il s'occupe des questions d'énergie. Alors, il a récolté des succès. Il faut dire que tout ne marche pas, et que même nous sommes dans une période, vous devez l'avoir constaté, les relations, le couple franco-allemand, qui était la base des avancées européennes, connaît le moteur a quelques ratés sur des sujets très importants. Avec l'Italie, on connaît un problème majeur avec les problèmes de migration. Les États-Unis, la position des États-Unis se renforce largement dans cette guerre. Ils exercent une influence de plus en plus importante sur l'Europe. Bref, toutes ces questions vont être posées à Thierry Breton, qui, j'espère, va nous éclairer, parce que c'est vraiment la personne, en ce moment, en Europe, qui est le plus à même de nous dire l'état actuel des choses. Et il vaut mieux connaître l'état actuel des choses avant de porter des jugements ou d'avoir des espérances et des craintes. On l'accueille. Merci. Bonjour, monsieur le super-commissaire. Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous, et merci de cette invitation. Je suis très heureux, grâce à François Bayrou, que je salue, mon ami, depuis tant de décennies, de me retrouver aujourd'hui à Pau parmi vous. Quand on connaît votre emploi du temps, c'est vrai que venir à Pau, c'est un effort que nous apprécions, parce que c'est vrai que le temps manque, non? Un samedi, c'est plus pratique. Oui, c'est vrai. Alors, lorsqu'on énonce le nom des mandats dont vous êtes responsable en Europe, on se dit que vous êtes un des hommes les plus importants dans la définition des objectifs de l'Europe, et vous savez mieux que d'autres ce qui est possible et impossible dans des domaines qui sont vraiment essentiels et de l'avenir. Quelle responsabilité! D'abord, je voudrais vous dire à toutes et à tous que j'y suis pour rien. J'y suis pour rien parce que moi, je ne suis qu'un plan B en tant que commissaire. Je n'étais pas prévu être commissaire.
C'était une autre, vous savez, qui devait être. Absolument. Et j'ai été appelé un soir du mois d'octobre, alors que À la rescousse. je déjeunais tranquillement avec ma femme dans la cuisine, en me disant, là, il faut y aller, on a un problème. Non, si je dis ça, c'est que tout avait été discuté avant même que je n'arrive, donc j'y suis pour rien, donc je n'avais rien demandé. J'ai cru comprendre cependant que, j'ai entendu vous parler un petit peu du couple franco-allemand tout à l'heure, que c'est la première fois qu'on a à la tête de la commission une Allemande, Ursula von der Leyen, et j'ai cru comprendre que dans les discussions préalables à cette magie qui fait qu'on va choisir un tel ou un tel comme commissaire. Étant potentiellement commissaire ou président, car je le rappelle, nous sommes une démocratie, et ensuite il faut passer devant le Parlement, c'est pas une mince affaire, je viens d'en parler implicitement, et ensuite on doit être élu en fait, par le Parlement. Donc j'ai cru comprendre que dans les discussions préalables entre Emmanuel Macron et à l'époque Angela Merkel, vous étiez dans la balance. Il y avait eu peut-être cette discussion qui avait conduit à fait qu'on met effectivement une présidente allemande, et qu'en revanche, le commissaire qui serait d'origine française, c'est comme ça qu'on dit à Bruxelles, aurait un portefeuille très large. Et c'est vrai que c'est la première fois dans l'histoire de nos institutions que le commissaire donc proposé par la France a sous son contrôle direct 3 directions générales. D'habitude, les commissaires n'en ont pas. Des fois, ils en ont 1. 2, c'est jamais arrivé. Et 3, encore moins. Donc voilà, ça avait été fait comme ça. Est-ce que c'est une sorte de balance, d'équilibre? Appelez-le comme vous le voulez. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé. Et ma responsabilité, c'est de le faire fonctionner. Juste avant de rentrer dans le fond du problème et des sujets, une impression générale, très vite. On a l'impression qu'après avoir résolu beaucoup de problèmes, parce que l'Europe a connu 4 crises en 10 ans. La Grèce a failli sortir du serpent monétaire. Il y a eu la crise immigratoire. Il y a eu évidemment le Covid et maintenant. Donc, est-ce que l'Europe vous semble, tel que vous voyez les choses maintenant, en capacité de passer la 5e haie, de passer cette étape-là, ou bien cette fois-ci, elle est plus fragilisée qu'elle n'a été par le passé pour résoudre des problèmes qui la divisaient? Chaque fois que l'Europe rentre dans une crise, elle est plus fragilisée. En tout cas, on commence comme ça. L'histoire nous apprend, et je ne vais pas paraphraser Jacques Delors, que l'Europe avance grâce ou à cause des crises. À cause des crises. C'est un peu une réalité. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Mais c'est vrai de la constitution de toute démocratie continentale. Nous sommes une très grande démocratie continentale, comme les États-Unis. Les États-Unis ont aussi avancé dans la construction de leur démocratie à travers les crises successives. Nous sommes une très grande démocratie. Nous sommes du reste, j'aime à le rappeler en particulier à nos amis américains, la première démocratie du monde libre, la plus importante, la plus grande. Je mets évidemment, et vous m'excuserez par avance pour eux, l'Inde un peu de côté. Ce n'est pas exactement, si on peut dire, le même type de démocratie. En tout cas, c'est mon point de vue. Mais en tout cas, on est 1,5 fois plus important et plus grand que les États-Unis, 450 millions d'habitants, 310, 315 aux États-Unis. Donc oui, on est la plus grande démocratie du monde libre, et apprendre à travailler ensemble, c'est un enjeu compliqué, mais c'est vrai que les crises, finalement, on les surmonte toutes les unes après les autres. Ce sont des challenges absolument immenses. Voilà, je sais que celui-ci, vous avez raison, est extrêmement compliqué parce qu'il est multiface. Mais au fond, je crois qu'il faut qu'on soit conscient. On vit dans une période désormais, alors on appelle ça de permacrise. Permacrise. Permanente. Des crises permanentes, l'une après l'autre. C'est aussi ça, l'évolution de notre monde. C'est aussi ça, essayer d'apprendre à vivre ensemble sur une planète à 8 milliards d'habitants et bientôt 10. C'est évidemment inédit dans l'histoire de l'humanité. Et donc, oui, je suis convaincu qu'on ne peut le faire en ce qui nous concerne qu'en renforçant des blocs continentaux. C'est un enjeu extrêmement compliqué, difficile. Ben voilà, moi je suis là pour faire en sorte qu'on saute encore une fois de plus cette haie, mais ça a des conséquences évidemment sur l'énergie, ça a des conséquences sur la vie de nos concitoyens européens, avec l'inflation, ça a des conséquences sur notre tissu industriel, avec des risques très importants, on pourra en parler, ça a des conséquences évidemment sur le réchauffement climatique. À l'heure où la COP se termine, on n'a jamais émis tant de CO2, évidemment.
Donc tout ça, évidemment, sont des crises à régler en temps. Et on va avoir 1 heure peut-être pour voir comment on va franchir ces... Je vous disais ça, demandez votre impression générale à cause d'une chose. Au moment de la crise sanitaire, donc qui n'est pas encore achevée d'ailleurs, on avait le sentiment que les Européens avaient réussi à se mettre d'accord et de mettre pour la première fois dans leur histoire un système communautaire pour essayer de régler le problème. Et là, on a l'impression que cette fois-ci, on n'a pas réussi, par exemple, pour l'énergie qui manque, à faire conclure le même accord qui avait été fait pour les affaires sanitaires. Je trouve que c'est intéressant que vous parliez effectivement de la crise sanitaire et avec un parallèle, comparaison n'est pas raison, avec la crise énergétique. Parce qu'au fond, on a un certain nombre de politiques qui dépendent évidemment exclusivement des États membres. C'est l'histoire de notre construction. Et c'est vrai que la santé, les politiques de santé, sont des politiques qui ne sont pas communautaires, qui n'étaient pas communautaires, mais qui sont évidemment au moins des États membres. Et à chaque crise, on rend un petit peu plus, je dirais, nos politiques harmonisées, communautaires, parce qu'on se rend compte que c'est ensemble qu'on est plus fort pour les régler. Vous avez parlé de la crise financière, c'est bien ensemble qu'on a pu la régler. La crise des vaccins, c'est vrai que j'en ai été, je dirais, l'un des acteurs, puisque lorsqu'on m'a confié la responsabilité, on partait un peu, on était nulle part, de voir comment on pouvait faire pour faire monter en capacité très rapidement la production industrielle sur notre continent des vaccins, essentiellement du reste à ARN messager, alors qu'on avait quasiment perdu le savoir-faire industriel de vaccins. On a réussi à le faire en moins d'1 an. Et en moins d'1 an, on est devenu, parce qu'effectivement on a mutualisé nos efforts, parce qu'on s'est mis en commun, on est devenu la première plateforme mondiale de fabrication de vaccins, et de vaccins en particulier à ARN messager, mais aussi le premier exportateur mondial, puisque notre politique à nous, c'était sous licence la américaine moitié... quand même. Non, pardon. Non. Pas du tout sous licence américaine. Les vaccins à ARN messager qui ont sauvé, je dirais, je n'ai pas peur de le dire, qui ont sauvé, contribué à sauver l'Europe, mais aussi l'humanité, le monde entier, sont d'origine européenne et à origine de financement européen. Si vous prenez BioNTech a été financé pendant des années par Horizon 2020. Oui. Si vous prenez le fameux vaccin d'AstraZeneca qui était en fait développé par Oxford, ça a été financé pendant des années par nos fonds européens. Donc l'ARN messager, mais aussi l'adénovirus, ont été financés par l'Europe et inventés en Europe. C'est vrai qu'ensuite... Rachetés par les laboratoires. Pas rachetés. Ensuite, car ils sont restés évidemment européens, mais c'est vrai qu'ensuite, il a fallu qu'on s'associe à des industriels, parce que c'est une chose d'inventer le vaccin, c'est une autre chose de le développer, de le produire, et ces industriels, donc, se sont associés, Pfizer avec BioNTech, AstraZeneca avec Oxford, si je prends ces deux-là. Donc, à Moderna, c'est différent, ils sont partis effectivement sur l'ARN messager, mais sur une start-up qui a grossi ensuite. Aux États-Unis, bien que le patron soit français, il avait choisi, ça le regarde, d'aller s'installer dans la région de Boston, très bien. Mais je tiens à le dire parce qu'on me dit souvent ça. Non, c'est l'Europe qui a inventé, financé ces vaccins, développé ensuite en partenariat avec des outils industriels, mutualisés. Et c'est vrai que, contrairement aux États-Unis, et je tiens à le dire ici aujourd'hui, notre politique à nous, ça a été de dire on garde 50% des vaccins qu'on produit pour nous, 50% on les exporte. Les États-Unis, ce n'était pas l'administration Trump, c'était l'administration Biden, ont décidé que face à une crise d'une telle ampleur, ils fermaient leurs frontières. Ils ont interdit tout export, non seulement de vaccins, mais de composants de vaccins, y compris sur des usines que nous avions, nous, européennes, sur le sol américain. Et ces composants me faisaient défaut pour monter en puissance. Et donc, lorsque j'ai vu ça, j'avais un homologue qui s'appelle Jeff Zients. Il était le US Chief Vaccine Task Force, et j'étais donc le EU Chief Vaccine Task Force. Bon. Et donc, je lui dis, mais écoute, tu me bloques mes usines. Ah ben oui, mais je suis désolé, mais moi j'ai besoin de sacs spécifiques, j'ai besoin de lipides. C'est dans mes usines américaines qui m'appartiennent, qui appartiennent aux Européens. Ah oui, mais on a un ordre exécutif, donc ça ne peut pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retourné au collège. J'ai demandé qu'on ait un instrument législatif de réciprocité. Laurence est là, et grâce à la vitesse et au Parlement, on a réussi à mettre cet instrument. C'était compliqué parce que j'avais la moitié de mes collègues qui disaient non, il ne faut pas faire de peine aux Américains, etc. Il faut absolument qu'on ait une politique de rapport de force, même si c'est nos alliés. Et donc, on a mis cet instrument de réciprocité, à savoir si jamais un partenaire ne joue pas la réciprocité, nous, on bloquera aussi. Quelques jours après,
dans nos réunions hebdomadaires, mon homologue me dit « Ah ben, il y a une de vos usines là aux Pays-Bas qui fait de la substance active pour Johnson & Johnson, elle ne peut pas partir. Tu peux vérifier pourquoi ?» Je lui dis « Oui, c'est moi qui l'ai interdit. Parce que voilà, tant que tu ne me livres pas ce que tu dois me livrer, je ne te livrerai pas. » Ah ben c'est du chantage. Oui, bien sûr, c'est ce que tu fais depuis 3 mois avec moi. Ben, on est devenus les meilleurs amis du monde. On est redevenus les meilleurs amis du monde. Logique de rapport de force, parce que nous pesons ensemble, tous ensemble, beaucoup plus fort que séparément. Et donc des politiques nationales, quand on commence à les mettre progressivement en politique mutualité, nous permettent d'être plus forts. Alors pour l'énergie, bah évidemment, il faut faire pareil. Il faut faire pareil. Je finis juste sur l'énergie. On est encore sur des politiques qui dépendent essentiellement le mix énergétique, évidemment, à la main des États. Et il faut progressivement maintenant, évidemment, les mutualiser, avec pour ça un instrument qui est le Green Deal, le fait qu'en 2050, et on a raison, il faut absolument qu'on fasse tout pour être zéro carbone. Ça veut dire, pour appeler un chat, il faut qu'on devienne progressivement, et François, qui est avec nous, ne va pas me dédire, évidemment, une Europe quasiment tout électrique, ou quasi tout électrique, ce qui veut donc dire se préoccuper de comment on produit l'électricité, décarboner, quelles sont les infrastructures, quelles sont les interconnexions, quel est le green management. C'est tout le travail que je fais maintenant avec mes équipes pour être prêt dans 2 mois à répondre à cette question qu'on se pose enfin et qui va évidemment nous permettre, j'espère, de commencer à mutualiser nos efforts en matière d'énergie. Par parenthèse, j'ajoute que l'hydrogène, dont on parle beaucoup à juste titre, c'est aussi du transport d'électrons. Hein. Donc on a besoin beaucoup d'électricité avec les électrolyseurs pour faire de l'hydrogène liquide ou gazeux. Mais ça transporte des électrons et ensuite en se recombinant avec l'oxygène, ça relibère les électrons. Donc voilà. Donc on est de plus en plus effectivement engagé dans une Europe toute électrique et il faut évidemment, on va utiliser ça pour, je dirais, remonter au niveau communautaire, je dirais l'harmonisation de nos politiques, mais comme tout, il faut gérer les transitions et c'est ce qu'il y a de plus difficile. Oui, parce que l'invasion russe commence le 24 février. Et au printemps, juin, juillet, août, tous les chefs d'État vont dans le monde entier séparément pour négocier le gaz. J'avais connu ça aussi avec le Covid. Hein. Souvenez-vous, la pandémie est déclarée mondiale, définition de la pandémie, le 10 mars 2020, et tout le monde va à ce moment-là regarder qu'est-ce que j'ai comme masque, va jusqu'à fermer ses frontières, ce qui est évidemment complètement contre notre règlement européen, et notamment celui dont j'ai la charge, c'est-à-dire en tant que commissaire au marché intérieur, à veiller à ce que nos frontières soient toujours ouvertes. Je peux vous dire que j'ai eu des discussions à ce moment-là avec Jens Spahn, qui était le ministre de la Santé allemand, assez musclé, qui avait tout simplement fermé les frontières allemandes, alors qu'on ne produisait pas de masques en Allemagne, mais ils avaient le hub européen de l'entreprise 3M, qui était la première entreprise mondiale de fabrication de masques. Et on sait à ce moment-là les conséquences que ça a eu, en particulier en Italie du Nord. Donc on a eu des discussions très musclées. Par parenthèse, comme l'Allemagne a fait ça, les Français se sont précipités pour faire la même erreur. Souvent, c'est du reste la même chose. Quand je leur dis, mais non, mais oui, mais regarde ce que font les Français, ou alors les Allemands, réciproquement, non, mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Oui, mais regarde ce que font les Allemands. Donc non, le couple franco-allemand, c'est pas uniquement quand il y en a un qui fait une bêtise, l'autre doit la faire. C'est plutôt l'inverse. Hein. Enfin, c'était ce qu'on me disait. Quoi, hein. Donc, en quelques semaines, on a réussi à réouvrir. Donc oui, on est exactement dans la même logique. Alors, la priorité, il y avait 155 milliards de mètres cubes qu'on importait de Russie. Tout le monde nous disait que ce serait impossible de les substituer en quelques mois. On a réussi à le faire. Il fallait remplir les cuves stratégiques. Les cuves stratégiques sont à la main des États, comme vous savez. Hein, et donc, je ne vais pas blâmer les États d'être allés chercher le plus rapidement possible à remplir nos cuves stratégiques parce qu'on leur avait donné comme objectif 80 à 85% en octobre. On est aujourd'hui bien au-delà puisqu'on est à plus de 95%. Maintenant qu'on a passé ce cap et que l'hiver, on pourra le passer, pour l'hiver prochain, il faut évidemment maintenant nous préparer très vite à travailler ensemble. Juste un mot, l'impression que nous avons, c'est que quand même dans cette affaire énergique, il y a 27 perdants, ce sont les pays européens, et un pays qui gagne, ce sont les Américains. On peut avoir cette impression, et elle n'est peut-être pas fausse. Alors d'abord, est-ce que perdant, gagnant Parce qu'ils nous vendent le gaz 4 fois plus cher que celui qu'ils fournissent à leurs propres entreprises. C'est pas faux. Et je me souviens du reste d'un entretien que ça fait longtemps du reste que les Américains nous disent qu'en ce qui concerne le gaz, il faudrait surtout éviter de se mettre dans la main de la Russie et qu'on achète leur gaz de schiste.
Alors pour des raisons que vous comprenez évidemment, on avait en Europe décidé de ne pas acheter de gaz de schiste. Et je me souviens d'un entretien, c'était en janvier 2020. 2020 ou c'était en janvier 2019, pardon. C'était en janvier 2019. Non, 2020. On se retrouve à Davos avec Ursula von der Leyen et avec mon collègue qui était le commissaire au commerce, qui s'appelait Phil Hogan, et avec Donald Trump et deux de ses collaborateurs. C'était le premier entretien entre la présidente von der Leyen et le président Trump. Alors, il ne vous aura pas échappé qu'ils n'ont pas exactement la même, comment dirais-je, j'allais dire morphologie, mais je dirais le même. Voilà, ils dégagent pas la même puissance, et je ne porte aucun jugement en disant ça, physique. Et je me souviens le président Trump commençant l'entretien avec Ursula von der Leyen en lui disant You owe me $400 billion. Tu me dois 400 milliards de dollars parce que tu n'as pas payé, toi, l'Allemagne, tout ce que tu devais payer pour ta défense. Donc tant que tu n'auras pas payé ça, nous, on va arrêter. Il dit même, on va quitter l'OTAN. Enfin, c'était il y a 2 ans, hein, 3 ans. Et donc il commence à la menacer et lui dire, en échange, moi je vais te dire une chose. Vous achetez, alors il lui parlait comme si elle était la représentante de l'Allemagne. Non, c'est la présidente de la Commission européenne et que lorsqu'on est commissaire, on va jurer à Luxembourg qu'évidemment, on sert que l'intérêt général européen et pas l'intérêt de nos pays d'origine, ce qui est bien normal. Et alors, il était là, elle ne savait pas trop quoi lui dire, et lui dit, et en plus, voilà, vous achetez tout votre gaz aux Russes. Et lui dit, parce que d'après ce qu'on dit, c'est un bon vendeur. Vous savez, il ouvrait sa veste, il disait, I have very good gas. I have very good gas. J'ai du très bon gaz. J'ai du très bon gaz de schiste. Je peux te le vendre, il sera beaucoup moins cher. Et donc ils étaient déjà là sur le fait, arrêtez d'acheter du gaz russe. On va vous vendre notre gaz de schiste. Eh bien, Trump l'a rêvé, Biden l'a fait. Voilà. Puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, à cause de la guerre, eh bien finalement, c'est vrai qu'on achète massivement le gaz de schiste américain. Vous avez raison de l'indiquer, à des prix qui sont évidemment très nettement supérieur, 3-4 fois plus cher. Alors il y a derrière évidemment le prix de la vente, il y a aussi le prix des intermédiaires, il y a le prix des traders, il y a tout ça à regarder, donc c'est pas aussi simple que ça, mais la réalité elle est quand même bien là. C'est vrai que le souhait exprimé de longue date par notamment tous ceux qui représentent en particulier les États du sud-ouest des États-Unis, je pense à la Louisiane, je pense au Texas, de vendre leur gaz de schiste, eh ben, il est réalisé. Et donc, et ça, c'est évidemment, et ça va durer. Donc, ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans cette situation. Alors, c'est une situation qui est intermédiaire, évidemment, mais il fallait qu'on trouve une substitution parce que l'on sait que Vladimir Poutine, et je voudrais le dire, s'il y a quelque chose que j'essaye d'apporter à mon niveau, c'est que l'Europe n'est pas naïve. L'Europe a peut-être été naïve. L'Europe a peut-être été trop naïve par le passé. L'Europe n'est pas naïve, le temps de la naïveté est terminé. L'Europe doit être consciente de ses forces. Dans le monde qui vient, qui est un monde de rapport de force, il faut qu'on soit conscient de ce qu'on leur représente, d'où ce que je dis à nos amis américains. Alors c'est vrai qu'on a des points de faiblesse, bien entendu, mais on a aussi des points de force. Ces points de force, il faut s'appuyer dessus pour établir des relations durables. Il n'en demeure pas moins qu'en ce qui concerne l'énergie, on a des vrais points de faiblesse, parce qu'on n'a pas assez investi, parce qu'on n'a aussi peut-être pas aussi pris assez soin de notre parc nucléaire, on le sait. Hein. Et moi, quand je dis à tout le monde, il faut y aller, les Allemands ne cessent de me dire, bah, regardez comment est votre parc nucléaire. Quand je dis à Robert Habeck, le vice-chancelier qui est en charge de ces questions en particulier, vert, écoute, maintiens tes 3 centrales nucléaires en fonctionnement encore pendant quelques temps, parce que ce serait complètement une aberration de les fermer alors qu'on a besoin d'énergie. J'ai eu des discussions très, 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 très compliquées avec lui. Hein. Ça aboutit finalement. Ça aboutit, comme quoi on peut y arriver. Mais il me dit, oui, mais regarde ce qui se passe dans le pays voisin, où nous, on est obligé de rouvrir des centrales à charbon parce que les centrales nucléaires, la moitié du parc est arrêtée. Bon, donc, un partout la balle au centre. Il faut quand même que maintenant, nous, on augmente massivement notre capacité de production nucléaire. Je le dis très clairement, je l'ai dit très clairement, j'étais le premier à le dire au sein de la commission. Je disais tout à l'heure à François que quand je suis arrivé à la commission, je n'avais pas le droit de prononcer le mot nucléaire. Interdit. Donc j'ai utilisé le terme énergie de transition décarbonée. Alors ça passait mieux. Et du coup, on a pu progressivement remonter la pente, y compris dans les discussions sur la taxonomie. Et maintenant, ça y est, on parle d'énergie de transition décarbonée. Et au miracle, le pont est même fait, on parle de nucléaire. Et on parle de nucléaire parce que pour obtenir notre objectif de 2050, il va falloir quasiment doubler la production d'électricité sur le territoire européen.
et on aura de toute façon au moins besoin de 20 à 25% de nucléaire, on ne pourra pas faire autrement. Donc il faut réinvestir dans le nucléaire, il faut réinvestir pour notre autonomie, il faut réinvestir dans les compétences, redire aux jeunes que c'est une industrie d'avenir, parce on leur disait tellement que c'était sale qu'il ne fallait plus y aller. Parce qu'on fait du nucléaire propre, parce qu'on va aussi investir dans les SMR, les plus petits réacteurs, qui sont très importants dans l'association aux énergies renouvelables, parce qu'on va aussi continuer à travailler, je pousse beaucoup, sur la fusion, et la fusion contrôlée. Oui, ce sera peut-être comme les ordinateurs quantiques dans 20 ou 30 ou 40 ans, peut-être même avant. Je crois dans la technologie, je crois en la science, et notamment pour ce qu'elle apporte d'éléments de progrès pour l'humanité et de propreté. Alors, vous êtes dans cette affaire docteur tant mieux, c'est-à-dire que vous voyez toujours les objectifs qui peuvent être réalisés. Non, des fois, j'ai aussi quelques moments de déprime solitaire, mais je les garde pour moi. Solitaire, voilà, c'est ça. Vous ne le faites pas partager vos déprimes. C'est pas mon rôle. C'est pas votre rôle, on comprend bien. Mais regardez, que pensez-vous, par exemple, de ce qui s'est passé depuis le 24 février? Est-ce que le sentiment que vous avez, c'est-à-dire que l'Europe sera capable de comprendre qu'elle ne peut survivre que si elle s'unit, va résister à l'influence considérable que les États-Unis ont prise sur l'Europe? Du point de vue, c'est la seule puissance dans laquelle, pour leur sécurité, y compris les 2 nouveaux membres de l'OTAN, ont confiance. S'il n'y avait pas d'Amérique... Oui et non. Oui et non. D'abord, je me permets de... C'est pour ça que, j'anticipais... On se connaît depuis longtemps avec Philippe. On n'avait pas vu les questions avant, hein, je vous promets. Hein. Mais j'ai anticipé que vous pourriez me poser cette question. C'est pour ça que j'ai planté ma petite anecdote tout à l'heure sur le fait que les présidents américains changent tous les 4 ans et que moi j'ai connu un président américain qui m'a dit dans les yeux, et dans les yeux de la présidente de la commission, c'est quand même pas rien, on va quitter l'OTAN, on ne croit plus dans l'OTAN. Enfin, je vous raconte cette anecdote parce qu'elle est vraie. Ça fait quelque chose quand même. Tout le monde l'a entendu, ça? Je m'efforce d'en parler. Donc, et notamment quand on me dit ça, y compris certains États membres qui me disent il n'y a plus que sans l'OTAN, pas de salut. D'abord, je voudrais dire une chose. L'OTAN, c'est nous. On est des membres importants de l'OTAN. Nous, Européens, oui, bien sûr. On est des membres très importants. Donc, c'est vrai que le fonctionnement, l'idée de l'OTAN, est une idée intelligente. Mais ce n'est pas de soumission, pas de domination. Et ça, c'est plutôt pour l'Europe de la défense. Parce que, je le dis, je suis le commissaire aussi en charge des affaires de défense. Donc, je le sais peut-être mieux que certains. J'ai bien vu que cette notion-là gêne certains de nos partenaires, y compris nos partenaires historiques, et qui préféraient peut-être avoir une Europe un peu plus faible, même si c'est l'intérêt finalement de tout le monde que d'avoir un pilier fort dans la défense, y compris dans le cadre de l'OTAN. Donc, maintenant, pour répondre à votre question, comment l'Europe a réagi depuis cette agression qui est une guerre, est une guerre terrible, du reste, est totalement inhumaine. Je vois qu'on utilise à juste titre, du reste, beaucoup des qualificatifs très durs, y compris de crimes de guerre. Ils sont en train d'être, du reste, instruits. Alors, la contrepartie russe maintenant se lance aussi dans la même chose. Le crime de guerre de l'autre côté. On n'est dupe de rien. Mais ce qui est très important, c'est que l'Europe a réagi avec 3 éléments qui sont tout à fait nouveaux, y compris, je dirais, dans son agenda, tout en respectant l'esprit des traités. L'esprit des traités, l'Europe ne peut pas engager des forces militaires en tant que telles. Il faut être très attentif à ça. Et pourtant, on a réussi, en restant dans l'esprit, d'aller au maximum de ce que l'on pouvait faire. 3 choses. D'abord, on a mis un train de sanctions très important. Alors, j'aime pas trop le terme sanction, je vous le dis tout de suite. Je trouve que le terme sanction a une connotation, moi qui suis très impliqué aussi sur toutes les affaires africaines, je peux vous dire que le terme sanction a une mauvaise connotation. Il faut toujours faire attention aux mots quand on le dit, c'est pas vous, je vais le dire. Et il a une connotation qui peut se retourner contre nous, compte tenu de notre passé, évidemment, et de nos passés, dans certaines nations européennes colonialistes. Donc il faut toujours faire attention. Autant qu'on sanctionne évidemment les individus, Poutine, les oligarques, tous ceux qui l'entourent, c'est une évidence. On n'allait quand même pas, alors que s'il y a cette guerre terrible qui est sur notre continent, continuer à accueillir les oligarques sur leur yacht entre Nice et Saint-Tropez, se pavaner, alors qu'on tue des milliers d'innocents en Ukraine. Donc ça, les sanctions sur les individus, bien sûr. En ce qui concerne le reste, je préfère utiliser le terme découplage. Parce que Poutine, depuis toujours, n'aime pas le projet européen. Il n'aime pas. On peut le comprendre. On est un grand projet. Je le rappelais tout à l'heure, nous sommes 450 millions d'habitants. Qu'on le veuille ou non,
et je le rappelle, qui partageons les mêmes valeurs, les règles de l'état de droit. Bien sûr, dans une classe, on a des élèves meilleurs que d'autres. Bien sûr, on en a qui sont plus turbulents que d'autres. C'est vrai aussi aux États-Unis. Vous avez des États où il y a encore la peine de mort, où maintenant on revient sur l'avortement. Ouais. C'est vrai. Un continent, c'est pas facile à gérer. On a aussi, je ne vais pas les citer, mais ils se reconnaîtront, nos moins bons élèves hein, à l'est de l'Europe. Bon, c'est notre travail de les associer en permanence dans nos règles. Et ces règles, je rappelle qu'elles ont été voulues et votées par les peuples. Hein. Il y a eu des référendums. Chacun, on ne peut pas dire ensuite qu'on découvre les règles de l'état de droit. Hein. Ça a été voté. C'est pas une affaire de dirigeants, c'est une affaire de... C'est une affaire qui a été faite aussi précisément pour protéger ensuite les États contre des dirigeants qui voudraient revenir sur ce qui a été fait. Hein. Donc, je le rappelle toujours. Voilà, ça c'est quand même notre projet européen. La Russie, c'est le premier pays le plus grand en superficie. Enfin, c'est un pays de 143 millions d'habitants. C'est-à-dire que c'est un pays qui est plus petit en termes d'habitants que la France et l'Allemagne réunies. Je ne parle pas du PIB, évidemment, dont on l'a souvent comparé dans l'Espagne et l'Italie, mais c'est un pays qui a été un très grand empire, et il faut bien dire une chose, qui est un empire déclinant. C'est pas facile d'être un empire déclinant quand on a été un grand empire. Et donc on le vit aujourd'hui. Mais c'est aussi le rôle de l'Europe que d'essayer de comprendre ce que sont que nos voisins qui sont des empires déclinants. Et c'est parce qu'il est un empire déclinant qu'il n'a eu de cesse que d'essayer de casser ce projet européen pour éviter sans doute d'avoir à ses frontières une grande démocratie continentale, la première du monde. Qui ferait envie à certains. Et qui pourrait faire envie à certains et donner des idées à d'autres. Et donc, je l'ai vécu, vous ne pouvez pas savoir, tous les jours. Vous faisiez allusion au vaccin. Mais plus difficile combat sur les vaccins, ça n'a pas été au début de faire monter les 56 usines du continent européen et les centaines et centaines de sous-traitants. Ça a été d'éviter que Poutine nous casse notre dynamique avec son vaccin Sputnik 5, Sputnik V. Parce qu'il était là, partout, il allait parler à tous ceux avec lesquels il entretenait des relations étroites. Il y avait du reste souvent une dépendance au gaz assez forte. Et moi, je sais que j'ai eu des discussions avec la chancelière, avec le président du Conseil italien, je ne parle pas évidemment du Premier ministre hongrois, mais commissaire, pourquoi est-ce que vous vous acharnez avec... j'ai Poutine qui nous offre son vaccin Sputnik, là, pourquoi on n'arrête pas tout et qu'on prend Sputnik? Je dis, mais parce que Sputnik, ça ne marche pas. Notre agence de santé ne le reconnaît pas. Et puis deuxièmement, parce que Sputnik, moi je suis ingénieur, donc je pouvais parler ingénieur, et notamment quand certains chefs d'État ou chancelières étaient d'origine scientifique, ça me permettait de parler un peu leur langage, pour essayer de les convaincre qu'il fallait peut-être pas tomber dans ce panneau-là. C'est un double adénovirus. Et donc il faut faire 2 usines, parce que la première dose c'est un virus, la deuxième c'est un autre. Ils n'arrivent pas à le fabriquer, on ne sait pas le faire. Dans toutes les usines, je suis allé toutes les voir, évidemment, que j'allais voir, je vous assure, à chaque fois, le management me prenait après à part, il me disait « Ah, monsieur le commissaire, vous savez, c'est quand même curieux. Il y a 3 jours, il y a 3 semaines, il y a 15 jours, mais il y avait des Russes qui étaient là et ils nous proposaient beaucoup, beaucoup d'argent pour qu'on arrête de produire pour l'Europe et qu'on mette le Sputnik. » Donc j'ai vu tout ça. Essayer de le casser, à tel point que Poutine a dit « Mais qu'est-ce que le commissaire Breton a contre notre bon vaccin ?» Je n'ai rien contre l'Institut de savoir-faire scientifique des Russes, ce sont des très bons scientifiques, d'un point de vue industriel, ils ne savent pas faire. Je l'ai vécu avec la désinformation, je l'ai vécu avec les pénétrations dans notre système démocratique, je l'ai vécu, on l'a tous vécu avec Cambridge Analytica, les conséquences sur le Brexit, on l'a vécu sur le hacking et tous les problèmes de cybersécurité. Poutine utilise tout, et je ne parle pas des migrants, d'utilisation absolument tragique, scandaleuse, des migrants parqués à la frontière biélorusse. Qui venaient de Syrie. Qui venaient de Syrie. Donc, ces armes hybrides, ils les utilisent depuis très longtemps maintenant pour fragiliser et fragmenter l'Europe. Donc on n'est pas dupes. Donc c'est pour ça que je préfère utiliser encore une fois le terme de découplage. On sait que dans cette période-là, en tout cas, et on ne sait pas combien de temps elle va durer, on s'organise nous pour qu'elle, hélas, comme si elle allait durer un certain temps, eh bien, toutes les dépendances seront et sont utilisées comme des armes hybrides. Donc les sanctions ont pour vocation à nous dévulnérabiliser par rapport à nos dépendances. Alors évidemment, ce n'est pas pour en créer d'autres, et c'est pour ça qu'il faut en même temps créer les rapports de force pour pouvoir les exercer à parité, comme dans l'histoire que je vous racontais sur les vaccins. Alors Thierry Breton, on est tous là, et on lit tous la même chose, et on entend tous la même chose. Nous allons l'année prochaine dans une sale année, qui est annoncée comme une année d'inflation, une année de pouvoir d'achat très difficile,
Hier, EDF a publié un petit communiqué disant qu'en janvier 2023, donc dans 3 mois, il risquait d'y avoir un problème de fourniture électrique en France. Et on nous dit en plus que la récession pointe son nez, a déjà existé dans certains pays européens. Et donc voilà le tableau avec lequel nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de juste à votre connaissance et de faux dans ces pronostics? Bon, d'abord, il y a des éléments techniques. Les éléments techniques en matière de prévision, voilà. On sait d'abord C'est que toujours fragile, les prévisions, mais enfin. c'est toujours fragile, mais non, mais on sait déjà que l'année 2022, il faut déjà prendre les acquis, déjà prendre ce qu'on a fait de bien, avant de voir les risques qu'on a devant nous. L'année 2022 ne sera pas une année de récession, puisqu'on a nos acquis et nos acquis de croissance. Et au fond, on a plutôt pas mal géré, même si évidemment ça a été au prix d'un surcoût, vous l'avez rappelé tout à l'heure, du prix du gaz. Mais je vais rappeler dans votre panorama un autre élément qui m'inquiète beaucoup et sur lequel on travaille énormément, et je travaille énormément avec mes équipes, et depuis le mois d'août, c'est le fait que face à cette situation, on a en plus un certain nombre de pays, la Chine et les États-Unis, qui mettent des conditions absolument exceptionnelles pour attirer les entreprises, en particulier industrielles, et en particulier celles qui travaillent dans les énergies renouvelables ou les énergies importantes de Qu'elles semi-conducteurs, désertent l'Europe pour aller chez eux. faire en sorte que, en étant du reste, c'est mon point de vue, je le dis avec prudence, mais c'est mon point de vue, je commence à avoir des cas en contradiction avec les règles du commerce international de l'OMC, Ben oui. on met des subventions absolument massives, j'ai des cas qui me reviennent, 50, 60, 70% de subventions illégales pour attirer telle ou telle entreprise qui va faire des aimants magnétiques, qui va faire des semi-conducteurs, qui va faire des batteries, qui va faire du raffinage de matériaux rares, qui était prévu de se faire en Europe. Non mais ne le faites pas là, faites-le chez nous, on vous donne telle subvention et on vous donne ensuite même une visibilité sponsorisée d'un prix garanti d'énergie sur les X années qui viennent. Donc ça, c'est tout simplement pas acceptable. Ça s'appelle l'IRA, c'est l'Inflation Reduction Act. J'ai été le premier à tirer la sonnette d'alarme au mois d'août dès que ça a été mis en œuvre. Voilà. On a enfin créé une Commission mixte. Une commission mixte, voilà, j'allais dire un anglicisme, vous me l'avez sauvé. Donc une commission mixte entre une équipe de la Commission, une équipe de la Maison-Blanche pour commencer à adresser ce sujet. Il fallait que je convainque aussi certains de mes collègues qui préféraient, compte tenu du fait que les États-Unis interviennent massivement sur l'Ukraine, avoir un profil plus bas. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de protéger les entreprises européennes. Donc j'ai vraiment été très ferme là-dessus. On va avoir une réunion le 5 décembre à Washington dans ce qu'on appelle le TTC, donc Trade and Tech Council, qui se réunit donc tous les 6 mois entre la Maison-Blanche et la Commission avec quelques commissaires. Et croyez-moi que je mettrai ça sur la table, c'est déjà prévu de façon très ferme, parce que c'est un élément complémentaire qui m'inquiète beaucoup, où on commence à voir un certain nombre d'entreprises qui sont prêtes à répondre à ces sirènes. Bien sûr. Voilà, donc je rajoute ça à votre panorama. Vous voyez, pourtant je dois être optimiste. Donc pour être complet, parce que mon rôle c'est aussi quand même de dire la vérité. Et cette vérité-là, il faut vraiment qu'on lutte et qu'on lutte ensemble. Et enfin, je commence à voir les États membres se réunir sur cela, y compris l'Allemagne, ce qui était très important parce qu'il faut vraiment qu'on pèse très fortement. Et il y a une chance que ça marche face aux Américains. C'est une nécessité. Il n'y aura pas une chance, vous savez, avec les États-Unis, je connais par cœur, j'ai passé la moitié de ma vie aux États-Unis, donc c'est nos alliés. Hein. Je ne veux pas du tout donner notre impression. Oui, ce sont nos alliés, ils l'ont été depuis 70 ans, ou même plus, et ils le seront encore pendant 70 ans, sans doute plus. Mais entre alliés, voilà, c'est aussi des rapports de force. Pour être de bons alliés, il faut être fort, hein, et des deux côtés. Et c'est pas la même chose que d'être un vassal. Donc, il faut en permanence être conscient de nos forces et les faire respecter. On pourra parler, si vous voulez, tout à l'heure du DSA et du DMA sur la régulation de l'espace Internet, où là aussi, il a fallu le faire. Mais revenons à votre question. Oui, bien sûr, l'année 2023 est une année avec des challenges extraordinairement importants. Voilà, mais moi j'ai l'habitude de vivre tous les jours avec ces challenges. Vous savez, qui a réussi réussira. On a appris à faire ensemble. On a appris à surmonter des crises. Ça revient à votre première question. Donc, je ne sais pas comment, mais je sais que, croyez-moi, j'y mettrai, et avec moi certains de mes collègues, toute l'énergie pour qu'on trouve les solutions. On va la trouver parce que c'est une nécessité. Alors sur l'inflation, d'abord, évidemment, il faut absolument réduire cet impact de l'inflation.
Mais le problème, évidemment, c'est que pour l'instant, on n'a pas trouvé d'autre solution qu'avec de la dette. Mais c'est vrai au niveau du monde entier. Les Américains, ils mettent 367 milliards de dollars, Ben oui. 70 milliards sur leur fameuse IRA, dont je parlais tout à l'heure. C'est de la dette. Les Allemands viennent d'annoncer un plan de 200 milliards d'euros de soutien. Les Allemands n'ont pas le premier sou. C'est de la dette. Donc, on se retrouve un Enfin, peu. ils ont plus de sous que nous, quand même. Non, ils n'ont pas le plus de sous que nous. Ils ont moins d'endettement facial Voilà. que nous. Ouais. Je dis bien d'endettement facial que nous. Et vous savez, vous l'avez rappelé peut-être tout à l'heure dans la petite présentation, j'ai été celui qui a baissé la dette de notre pays parce que j'estimais que c'était important de le faire, que c'était dans mon mandat de ministre des Finances. Donc je suis très attentif à la dette. Mais les Allemands, et du reste, puisque vous me permettez peut-être de le dire, même si vous ne me permettez pas, je le dis quand même, lorsque j'ai quitté Bercy, la France était à 63 et quelques pourcents d'endettement, l'Allemagne était à 67. On était moins endetté que, on avait baissé plus que l'Allemagne. L'Allemagne était plus endetté que la France. Enfin, je le rappelle parce que ce n'était pas il y a un siècle. Hein. Après, il y a eu Sarkozy et là, on a explosé la dette. Enfin, c'est un autre sujet. Donc, oui, alors on dit qu'il y a eu la crise, mais enfin, il y a eu la crise des deux côtés du Rhin et elle était bien gérée d'un côté et hélas, moins bien de l'autre. Enfin, ceci pour dire qu'aujourd'hui, l'Allemagne doit s'endetter, mais s'endette à des conditions préférentielles parce qu'évidemment, elle a moins de dettes, donc elle paye moins l'argent alors que les taux d'intérêt augmentent. Dans votre panorama, vous pouviez dire aussi que les taux d'intérêt allaient augmenter. Hein. Oui. Donc, mon problème à moi, qui suis en charge du marché intérieur, c'est que tous les pays qui doivent protéger dans cette période, qui est une période par définition de transition, on va s'en sortir, bien entendu. Il faut gérer cette transition qui est difficile. Bien, il faut que les pays aient un accès identique à l'endettement. Et au fond, moi, je vois par exemple des entreprises tchèques, le gouvernement tchèque qui vient me voir, qui assure actuellement la présidence de l'Union, qui me disent, commissaire, j'ai 10 000 entreprises, si jamais, mais je n'ai pas la souplesse fiscale qui existe aujourd'hui en Allemagne pour faire ce que les Allemands font. Donc, qu'est-ce que je fais? Et au fond, il faut leur donner la possibilité de s'endetter sur les marchés pour un cas très particulier d'accompagnement, ce qu'ont fait les Américains avec leur IRA, donc transitoire, mais à des taux identiques. C'est ce qu'on avait fait un peu au début du Covid, vous vous souvenez, Oui. avec ce mécanisme qu'on appelait SURE, où pour compenser les États qui devaient fermer par des procédures administratives des pans entiers de l'économie, faire en sorte qu'on pouvait soutenir le chômage partiel à des conditions identiques. Donc ce n'est pas tellement le fait de se réendetter mutuellement, comme on l'a fait avec Next Generation EU, c'est le fait qu'on donne la même capacité. Donc c'est un combat que je mène avec mon collègue Paolo Gentiloni, qui est le commissaire à l'économie, et j'espère qu'on va le gagner. Le Conseil s'est emparé du sujet, le Conseil européen a redemandé à la Commission d'aller de l'avant. Je compte beaucoup aller de l'avant sur cette question, qui est l'un des éléments qui nous permettra de passer mieux que ce que vous anticipiez la crise, et précisément l'année 2023. Maintenant, un petit point quand même sur l'endettement. Parce que quand je vous dis, c'est vrai que l'Allemagne, et je ne fais pas de tropisme, je suis très très franco-allemand, et plus que ça, et depuis toujours. Mais certains pays dits frugaux, alors d'abord je vous le dis tout net, hein, je suis vraiment contre la dette et les dettes opérationnelles pour avoir des... J'utilise le mot avec beaucoup de prudence parce que ce n'est pas, je dirais, des conforts au sens où une partie de notre dette, c'est pour notre fonctionnement en commun. Quand on a 3% de déficit, 3% de déficit, ça veut dire que ce déficit-là, on doit l'emprunter, et c'est l'équivalent de tout ce qu'on génère pour l'impôt sur le revenu des Français. Donc on a un impôt sur le revenu pour notre fonctionnement qui est payé par nous, et un impôt qu'on demande aux enfants de payer pour notre fonctionnement. C'est juste pas tolérable. Donc je suis contre ça. Maintenant, quand on regarde les taux d'endettement, l'Allemagne a un taux d'endettement de 70%. La France est à plus de 110, 112, 115. Bon. Et on voit qu'on partait en 2007, on était qu'à 63. Hein, donc il s'est passé quelque chose entre-temps. Bon. Donc, parce que l'Allemagne, elle était à 67 et elle est à 70. Donc il s'est bien passé quelque chose des deux côtés entre-temps. Il n'en demeure pas moins que si on veut être vraiment équitable, et à l'heure où on est en train de rediscuter les règles du pacte de stabilité et de croissance, moi j'ai fait un petit constat. L'Allemagne, depuis, et tous les frugaux du reste, depuis des années, ne dépensent pas 2% pour leur défense, c'est-à-dire pour contribuer à la défense de notre continent européen. Ouais. S'ils sont à 1%, c'est le maximum. Si l'Allemagne avait dépensé 2%, comme on l'a fait nous, depuis 2000, l'Allemagne aurait investi 460 milliards d'euros de plus pour sa défense. Et comme elle n'a pas l'argent, elle aurait emprunté, sa dette ne serait pas de 70%, mais de 84%. Ah, oui, ça c'est vrai que c'est différent. Puis l'ensemble des frugaux
s'ils avaient fait ce que les non-frugaux, on les appelle des fois de façon un peu rapide, Club Med. Mais il se trouve que ceux qui sont du Club Med, en particulier la Grèce, la France, l'Italie, on doit défendre l'Espagne, on doit défendre le front sud de notre continent. Sud. Et c'est pas simple. Et c'est pas simple. La Grèce dépense 3% de son PIB en défense parce qu'elle a un voisin qui, à tout le moins, est un peu turbulent et qui protège à juste titre ses velléités de vouloir s'introduire trop souvent dans nos eaux territoriales. Je pense à la Grèce et à la Turquie. Donc, oui, si nous, on a dépensé 2 fois plus les frugaux, les Club Med que les frugaux. Donc, s'ils avaient dépensé comme nous, la dette des frugaux, elle serait de 20 points de plus. Donc, vous voyez, c'est relatif. Puis, si maintenant je vais dans le CO2, les émissions de CO2, ça a un prix, les émissions de CO2. On met l'ETS, l'équivalent carbone. Au coût de l'équivalent carbone, les frugaux ont dépensé par tête d'habitant 2 fois moins que les soi-disant bons gestionnaires du Nord en termes d'émissions de dette carbone. Et si vous mettez un prix, la dette, par exemple, de l'Allemagne, à cause du charbon, ça a un prix, il faut bien l'éponger ensuite. C'est ce qu'on est en train de faire. Eh bien, la dette de l'Allemagne ne serait pas de 70%, elle serait de 115%. Voilà, donc je ne veux pas encore une fois réécrire l'histoire, je dis que pour trouver les problèmes, il faut arrêter de dire il y a des bons élèves ou il y a des mauvais, les bons vont dicter leur politique aux mauvais, on est tous dans le même bateau, ce bateau c'est le bateau européen, et on doit tous balayer devant notre porte pour pouvoir continuer à trouver les solutions ensemble. C'est ce que ce débat, vous savez, je l'ai mis sur la place, j'ai donné une grande interview dans Libération en expliquant ça, non pas pour culpabiliser, parce que la France on a beaucoup à dire, mais pour dire on a tous fait des choses bien et d'autres choses moins bien. Maintenant, face à cette crise, oublions les petites querelles du passé et trouvons les solutions ensemble. Mais le problème, Thierry Breton, c'est que dans la crise sanitaire, quoi qu'il en coûte, ça c'est valable une fois, on ne peut pas faire quoi qu'il en coûte dans la crise permanente que vous disiez tout à l'heure, comme vous disiez déjà. Permacrise. Permacrise, voilà. Donc les remèdes qui ont permis de s'en sortir une fois n'existent plus pour s'en sortir 2 fois. C'est ça le sujet d'inquiétude. Vous avez parfaitement raison. Tout le sujet, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le sujet des dettes. Et comment on fait pour d'abord rembourser une dette. Parce qu'une dette, on peut avoir une dette, mais il faut avoir face à une dette, excusez-moi, je vais parler des moyens. Il faut avoir face à une dette, quand vous allez chez votre banquier, et vous avez un projet pour une entreprise, vous dites voilà, j'ai mon projet d'entreprise, il faudrait que vous me prêtiez tant. Qu'est-ce que vous dit le banquier? Vous dites d'accord, mais montrez-moi ce qu'on appelle votre business model, votre modèle économique. C'est quoi? Qu'est-ce que vous comptez faire cette première année, deuxième année? Où vont être vos recettes qui vont pouvoir ensuite rembourser la dette? Si jamais on fait comme les Américains, c'est-à-dire la planche à billets, et au fond, tous les ans, on fait voter une augmentation du plafond, sans se préoccuper du modèle économique qui va faire qu'un jour, on va le rembourser. Ça arrive à une catastrophe. Et nous, évidemment, on est beaucoup plus, par construction, nécessairement rigoureux. Il faut que derrière, on ait un modèle économique, c'est toute la notion du reste du pacte de stabilité et de croissance, qui est indispensable, pour dire, voilà, il y a des moments, effectivement, où la dette, vous savez, j'aime bien regarder les dettes, parce que les dettes, c'est comme de l'archéologie économique. On sait qu'ici, il y a eu tel événement, tel événement, tel événement, tel événement. Et donc, on peut les reconstituer, y compris, vous le parliez tout à l'heure, de la dette Covid, où on va voir ici la crise énergétique. Mais si on sait ensuite avoir un modèle économique qui nous permet de rembourser, pourquoi pas? Mais il faut les deux. Et dans le contexte de la guerre dans laquelle nous sommes, la guerre énergétique, etc., évidemment, il faut évidemment que ça contribue à la décarbonation de notre économie, donc c'est un investissement qui est productif. Il faut, si on parle du numérique par exemple, qu'on puisse faire enfin payer ceux qui se sont exonérés trop longtemps de ce qu'ils devaient payer, je parle en particulier des grandes plateformes, le numérique avec cette fameuse taxe numérique. Il faut évidemment avoir, alors j'aime pas dire que la réponse c'est une taxe, c'est une contribution, c'est un modèle économique, pour parler clair, il faut effectivement que ceci soit vu beaucoup plus comme de l'investissement que comme du fonctionnement. Et c'est toute la difficulté dans laquelle on est. C'est-à-dire que soutenir, oui, mais pour accélérer. Vous voyez, pour le Next Generation EU, qui est le plan, donc Next Generation EU, c'est le plan qu'on a mis en face de mutualisation et d'endettement commun pour la première fois dans nos institutions
effet Hamilton, comme certains l'ont dit, en référence au secrétaire au Trésor américain, je disais toujours des chocs, qui a dû mutualiser les dettes des États fédérés pour avoir une dette montée au niveau de l'État à Washington, et avec un pas de géant. On a fait notre Next Generation EU, on a donc emprunté pour redistribuer, mais avec des conditions qui étaient effectivement d'investissement, d'accélération, de la transition verte et de la transition numérique. Donc il faut trouver un mécanisme, effectivement, c'est ce sur quoi on travaille, où on peut à la fois soutenir et répondre aussi à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que certaines de nos entreprises vont être peut-être tentées, voire aspirées vers d'autres continents, leur donner des raisons de rester évidemment en Europe, c'est très important pour l'emploi, hein, très important pour les savoir-faire, et les soutenir tout en accélérant leur transition. C'est ça l'équation difficile dans laquelle nous sommes. Vous n'êtes pas responsable du dossier, mais je voudrais votre sentiment sur l'affaire migratoire. Le président Sarkozy, dont vous faisiez l'éloge tout à l'heure de la tenue des comptes de la France. Mais je vais continuer. Hein. Mais c'est curieux du reste parce que il y a qu'en Europe, je l'interromps parce qu'il y a qu'en Europe, enfin pas qu'en Europe, il n'y a qu'en France. Bon, on me dit pas tiens Madame Merkel maintenant elle dit ci ou tiens Monsieur Obama il dit ci. Non, il n'y a qu'en France où il y a Monsieur Sarkozy qui continue à dire des choses. Quand on a été président, on a été président, puis voilà. Mais nous, il faut toujours qu'il continue à. Non, mais je voilà. dis ça. Mais il n'y a qu'en Europe. Hein. Je vous dis, en Chine, vous avez vu, on est encore plus expéditoire, on les sort carrément. Mais nous, continue à dire. Non, mais voilà, c'est la spécialité française. J'en profite pour avec, faire une petite plaisanterie. Mais on peut le laisser là où il est. Bah dites donc. Vous téléphonez pas tous les jours. Hein, mais non, mais il a plein d'autres qualités. Alors, non, il a fait une déclaration il y a un mois de ça en disant la crise migratoire. Continue, hein. La crise migratoire est devant nous. Non, mais je dis ça. Parlons sérieusement maintenant. La crise migratoire est devant nous. Or, il y a eu l'immense crise de 2015 avec 1 250 000 réfugiés qui sont venus en un mois et demi en Europe. Donc, dès ce moment-là, on savait les crises qu'on allait affronter et qu'elles ne pouvaient pas. Et là, on se retrouve avec 2 États, 7 ans après, presque 8 ans après, comme si rien n'avait été prévu au niveau de l'Europe, prise au dépourvu, on refuse le bateau là, voilà. Et donc on se dit, comment se fait-il que sur un sujet aussi important, vital pour les uns et les autres, comment se fait-il qu'en 7 ans, nous n'ayons pas progressé d'1 millimètre par rapport à ce qui est arrivé en 2015 ? C'est des sujets qui sont extraordinairement délicats. Bien sûr. Et qui nécessitent de parler sérieusement. Et c'est pour ça que je redis ce que je viens de dire. Ceux qui doivent parler, c'est plus ceux qui ont été, c'est ceux qui sont. Je le dis très sincèrement, oui, bien sûr. Très calmement, mais très fortement. C'est facile de dire il n'y a qu'un faucon quand on a été et qu'on n'a pas fait. Donc c'est facile. Parce qu'il s'est passé quand même quelque chose entre-temps. Pardon. Mais on n'a jamais accueilli tant de migrants sur notre territoire que depuis 8 mois. Jamais. Polonais. 5 millions d'Ukrainiens quand même. Excusez-moi, non mais on est là, il faut vraiment, regardons ces sujets avec sérieux. On a accueilli par la force des choses la plus grande vague migratoire de notre histoire, avec un élément de solidarité extraordinaire, en appliquant les règles comme elles doivent être appliquées. Droit d'asile. Avec les États membres qui se sont mobilisés. Chacun, à partir du moment où ces migrants avaient une raison qui était reconnue, pas notre droit communautaire. Et aucun refus d'aucun pays. Une mutualisation formidable, et comme jamais dans notre histoire. Donc ces mécanismes, excusez-moi, ils ont incroyablement progressé. Alors maintenant, il ne faut pas mélanger les choses. Il y a le droit de la mer, qui est un droit qui est international et qui n'est pas européen, auquel, du reste, je le rappelle, en passant, tous les États membres ont souscrit, évidemment. On respecte le fait que lorsqu'un bateau est en perdition ou a à son bord un certain nombre de personnes qui sont elles-mêmes à haut risque, c'est le droit de la mer, il doit être secouru. Ça, c'est un droit, et qui, si on s'en extrait, on est fautif, puisqu'on l'est tous membres. Mais ça n'a rien à voir. Et puis après ça, il y a le droit d'asile, qui est un autre droit. Alors, on va prendre les choses par étapes. Sur le droit de la mer, ce bateau devait être secouru. Et je regrette que... qu'est-ce qu'il dit, ce droit ? Que les navires les plus proches ou les ports les plus proches
sont en devoir de porter assistance. Ben, je regrette que certains aient estimé qu'ils n'étaient pas les ports les plus proches alors qu'ils l'étaient. Dont acte. Maintenant, et dans ce contexte, la France a eu raison, au regard du droit de la mer, de dire nous sommes les autres, puisqu'on ne va pas laisser, et on est obligé. Maintenant, il y a le droit d'asile. Et là, il y a deux choses. Il y a ceux qui répondent aux conditions du droit d'asile, qui sont très strictes, très, très encadrées. Et puis il y a ceux qui n'y répondent pas. Et c'est là où on doit s'opérer, comme on a réussi à le faire, au fond, dans la grande vague qu'on vient de traduire, qu'on vient de connaître, eh bien, il faut opérer effectivement cette distinction et avoir les organisations, les infrastructures qui vont bien. On a réussi à les mettre, au fond, à nos frontières Est, très rapidement. Parce qu'on n'a pas eu que des immigrés forcés ukrainiens. On a aussi des immigrés russes. Et certains États membres, à juste titre, ont commencé à dire qu'il fallait peut-être exercer de façon attentive le respect du droit d'asile en regardant si les personnes qui demandaient asile étaient bien des personnes qui étaient en situation de pouvoir demander asile, et pas d'autres. Vous avez vu les réponses du reste de certains des pays lettons, baltes, estoniens, finlandais, 1340 km de frontières communes avec la Russie. Donc on sait mettre aussi des critères de sélection pour faire le tri entre ce qui est une obligation. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait, la Commission ? On a proposé de renforcer ce mécanisme de solidarité obligatoire pour ce deuxième aspect des choses. Cet acte, il est en discussion aujourd'hui au niveau des États membres. Ça fait depuis 6 mois qu'il est là. Je voudrais maintenant, vous savez qu'on a nos institutions, c'est la Commission propose, et les États membres ensuite doivent... décident. Oui, mais c'est à eux maintenant de le faire. On a réussi à le faire, et c'est vrai que si ce texte avait été voté, j'espère qu'il va être voté et mis en application. Il n'y aurait pas eu de problème ? Non, parce qu'à ce moment-là, on alloue des ressources. On a 3 choses. On alloue des ressources pour avoir des points, effectivement, où on peut effectuer ces accueils de façon beaucoup plus centralisée, de façon plus coordonnée, avec les ressources et les compétences qui vont bien. C'est-à-dire pour pouvoir organiser précisément cet accueil. Il y a 2 choses. La Commission... on a proposé ça, et c'est en cours de discussion aujourd'hui. Il y a 2 choses. Il y a ceux qui sont éligibles, encore une fois, et là, il y a un mécanisme de volontariat qui se remet en place comme il a fonctionné de façon, je dirais, instinctive, naturelle et empirique avec les réfugiés ukrainiens. Ça, c'est une chose. Et puis deuxièmement, il y a ceux qui ne peuvent pas le faire ou qui ne voudraient pas le faire. Il y a des sanctions financières, il y a une contrepartie pour aider les autres. Donc on a mis tout ce mécanisme, il est là. Et puis il y a ensuite ceux qui doivent quitter le territoire, où on a des mécanismes qui devront être renforcés pour les forcer, ce fameux EQTF, à quitter les territoires parce qu'ils ne se répondent pas à nos critères. Voilà, ce mécanisme est là, il faut maintenant l'accélérer, faute de quoi, évidemment, on aura toujours ça. Mais vous savez, je le redis vraiment avec beaucoup de sérieux, c'est des sujets qui sont des sujets, évidemment, à la fin, il s'agit évidemment d'être humain, pardon d'enfoncer les portes ouvertes. Donc il faut les regarder de façon très méthodique, et je crois que nous avons proposé cette méthode. Il faut que maintenant les États membres le fassent de façon très rapide. Je voudrais juste rappeler à nos amis ici que moi, lorsque je suis arrivé à Bruxelles, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, je n'avais pas prévu dans ma vie un jour être commissaire européen. Je suis très heureux de l'être, du reste. C'est évidemment un sujet tellement important pour notre avenir et de pouvoir y apporter ma contribution. Et moi qui ai vécu souvent, très longtemps même aux États-Unis, j'ai retrouvé un peu à Bruxelles ce que j'avais connu à Washington. C'est un peu la même chose, c'est la même ambiance, c'est au fond c'est une capitale qui n'est pas la plus grande de nos capitales, la plus grande de nos villes, mais qui régit la démocratie, le fonctionnement démocratique de notre continent. Alors avec nos règles, on ne compare pas l'Europe et les États-Unis. Mais s'il y a une chose qui est comparable, c'est que nous sommes deux grands continents démocratiques et qu'on a nos règles pour faire fonctionner notre démocratie. Aux États-Unis, cette démocratie, elle fonctionne sur quoi ? La Maison-Blanche, pouvoir exécutif, propose les textes, c'est les seuls qui peuvent proposer les textes de loi, et ensuite on va les discuter entre la Chambre qui représente le peuple, la Chambre des représentants qui représente le peuple, et celle qui représente les États, c'est-à-dire le Sénat. Eh bien, à Bruxelles, c'est exactement la même chose. Le pouvoir de proposer les textes incombe uniquement à la Commission, nous proposons les textes de loi, mais ensuite, on ne fait que proposer un texte, il est discuté et voté par la Chambre qui représente le peuple européen, notre Parlement européen, et
discuté par la Chambre, je dis bien la Chambre, qui représente les États européens, c'est-à-dire le Conseil européen, qui est pour moi un peu l'équivalent du Sénat américain, avec une différence. Au Sénat, vous avez 2 représentants par État, quelle que soit la taille de l'État. Le Delaware a le même nombre de représentants, de sénateurs que l'Arkansas, la Floride ou la Californie. Et en Europe, c'est un représentant seulement. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On propose un texte, ce que je viens de dire, et ensuite, il est discuté, amendé, voté par le Conseil, c'est-à-dire par notre Sénat, et puis par le Parlement. Et ensuite, lorsque les 2 textes ont été votés, eh bien, on se réunit, c'est notre navette parlementaire à nous, en trilogue, et pour harmoniser le texte final, qui, lorsqu'il y a accord, devient à ce moment-là une loi européenne qui s'applique à tous les États. On en est donc là pour l'immigration. J'espère que le Conseil va aller vite, mais nous ne pourrons pas faire plus que ce que je vous dis. Ça, je comprends, mais tous les États connaissent vos propositions, et s'ils ne se réunissent pas pour l'adopter, c'est qu'il y a une raison. Non, ils se réunissent, ils discutent. Non, c'est faux. D'abord, ça fait partie, encore une fois, il est à l'instruction, mais je pense qu'il faut accélérer effectivement cette instruction pour finalement, pour opérationnaliser ce que nous avons réussi à faire avec un certain succès en ce qui concerne l'Ukraine. Donc là encore, y compris pour l'immigration, un exemple peut-être, je le souhaite, que l'Europe avance grâce ou à cause des crises. Un mot sur le climat. Est-ce que vous pensez raisonnable, Thierry Breton, qu'en 15 ans, on décide de transformer complètement sa manière de vivre, de consommer? Et je prendrai juste l'exemple pour commencer des voitures électriques. Est-ce qu'il est possible de succéder à 150 ans de production industrielle, de savoir-faire, etc., pour opérer un changement tellement important en 15 ans? C'est-à-dire au prix que ça coûte. Au prix que ça coûte. Alors là encore, comment ça... Est-ce que c'est raisonnable de laisser fuiter qu'en 2035, il n'y aura plus de production de voitures? Je vais répondre parce que là encore, je le dis de façon très claire. La Commission a proposé un texte parce qu'évidemment, il faut aller dans le sens de la décarbonation. Alors il y a des discussions évidemment avant, je ne vous cache pas, au niveau du collège, puisque nous sommes un collège. On n'est pas un conseil des ministres. Nous nous réunissons tous les mercredis, les commissaires, avec la présidente. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle un collège. C'est un homme ou une femme ou un homme, une voix. Il n'y a pas un commissaire plus important qu'un autre. Et chaque commissaire doit s'exprimer sur l'ensemble des projets qui sont à l'étude et qui doivent être validés par le collège. Ce n'est pas comme le conseil des ministres, où François le sait, généralement il y a un homme, une voix, et puis le reste... Enfin, on instruit. Bon, là, c'est un homme, une voix, et on discute. Donc, on a discuté effectivement de tout ça. C'était public, je le dis ici. Moi, j'étais plutôt pour 2040. Ça me semblait plus raisonnable. Bon. Alors, finalement, par une discussion, etc., on a discuté dans la proposition, encore une fois. Je dis bien dans la proposition, oui. Car nous ne faisons que des propositions. Ce n'est pas Bruxelles qui décide. Bruxelles, la Commission propose. Ce qui décide, c'est notre système démocratique. Les États membres, la France et d'autres, les 27 autres, et le Parlement. Nous avons donc proposé finalement 35. Moi, j'avais dit à ce moment-là, si c'est 35, ça serait peut-être bien qu'on ait une clause de revoyure, non pas pour remettre en cause, mais pour faire le point. En 26. Non, attendez, non. C'était en 28 dans le texte. Je vais bien vous expliquer les choses. Donc on a négocié, parce qu'évidemment, je voulais le mettre le plus vite possible, le plus tôt possible, mais finalement, le texte qui est proposé au Parlement et au Conseil, c'était donc 2035 arrêt de vente des véhicules thermiques, des véhicules électriques, des véhicules thermiques, et clause de revoyure en 2028 pour faire un peu le point, voir où on en est. Bon. Là-dessus, le texte est parti au Parlement, ma chère Laurence, il a été discuté, amendé, et moi je me suis dit, bon, peut-être que finalement, les parlementaires, ils vont remonter à 2040. Bon, non. Bon, très bien, c'est le choix du peuple. Et puis le texte, il a été proposé au Conseil. Je me suis dit, il y a peut-être certains États qui vont pousser à 2040. Eh bien non. Donc c'est l'ensemble des États membres, notre Sénat à nous, qui a décidé, avec notre Parlement à nous, 2035. C'est pas moi. C'est l'ensemble. Ne l'oublions jamais. Et donc, qu'est-ce qu'on en retient? Je ne critique pas. Je dis donc que c'est notre démocratie, Philippe, qui a décidé cette date. Et maintenant, mon travail à moi, c'est de faire en sorte de la rendre possible et de ne pas la commenter. Mais voilà les processus démocratiques
qui sont arrivés à cette date. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la date de 2028 qui avait été proposée dans le texte initial a été ramenée à 2026 en revoyure. Ça me satisfait beaucoup mieux. Parce que ça veut donc dire qu'en 2026, on aura 9 ans encore. Un cycle automobile, c'est 7 ans. Donc on aura 2 ans, on aura beaucoup plus de temps pour corriger le tir s'il faut. Et donc, moi maintenant, mon rôle, c'est pas de répondre, de commenter ça, c'est de faire que ça se passe. Mais donc, qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'on a finalement le trilogue qui a réuni le Conseil européen et le Parlement a conclu il y a 10 jours. 2 jours après, avant, je m'interdisais de parler. Parce qu'évidemment, je ne peux pas interférer dans le choix démocratique. Et la Commission ne peut pas interférer, ne doit pas interférer. La Commission, comme on dit dans notre jargon, est dans ce moment-là un honest broker, c'est-à-dire un intermédiaire honnête entre les deux, mais ne peut pas interférer pour ne pas jouer en gouvernance sur nos instances démocratiques. Donc c'est nos instances démocratiques qui ont décidé ça. Le lendemain, j'ai dit, eh bien, je me mets en mouvement pour faire en sorte que cette date de 2026 soit une vraie date. Et là, on a dit, le commissaire Breton, il remet en cause. Il remet rien en cause. Il applique tout simplement ce que le peuple souverain européen, les États souverains européens ont décidé, et mon rôle, c'est de le mettre en marche. Voilà exactement ce qui s'est passé. Mais donc, ça veut dire que tout de suite, j'ai réuni, alors j'ai appelé ça, en anglais, Route 35, Route 35. C'est le projet. Je réunis tous les acteurs, et j'ai décidé de les réunir tous les 3 mois. Les producteurs d'électricité, décarbonés, parce que si jamais il s'agit de faire fonctionner ça avec des centrales à charbon, je crois qu'on aura tout perdu. Les fabricants d'automobiles, où je leur dis parenthèse, écoutez, c'est pas parce que nous, en Europe, 445 millions d'habitants sur la planète, on a décidé, c'est une bonne chose, de ne rouler plus qu'à l'électrique, parce que du coup, on va avoir des villes plus agréables, moins polluantes, plus propres, etc., qu'il faut que vous arrêtiez de faire des moteurs thermiques. Parce que certains prennent l'occasion, je le dis, dire du coup j'arrête la fabrication de moteurs thermiques, ça coûtait trop cher en Europe, j'en profite pour fermer les usines. Je dis non, continuez à faire des moteurs thermiques, parce qu'on est 8 milliards d'habitants, il y a 7 milliards et demi qui vont continuer à rouler avec des moteurs thermiques, en particulier l'Afrique, où il y a la moitié, hélas, de nos amis, concitoyens pour moi africains, qui n'ont même pas vu, dans certains villages, une ampoule électrique. Donc, avant de rouler à tout électrique en Afrique, il faudra des décennies. Il faut pourtant bien s'en occuper, il faut amener les enfants à l'école, il faut amener l'eau, il faut des bus, etc. Pareil en Amérique du Sud. Pareil. Et donc, je dis, il faut continuer à faire des moteurs thermiques. Faisons-le les plus propres possibles, avec une nouvelle norme Euro 7, parce que comme ça, on aura un savoir-faire qu'on va pouvoir exporter, qui sera compétitif, qui sera moins polluant pour la planète. Et donc, je pousse effectivement le fait qu'on continue à faire des moteurs thermiques, même si nous, effectivement, on ne vendra plus. Vous savez, en 2050, sur la planète, il y aura encore 70% des véhicules roulants qui seront thermiques, 2050. Donc, mais nous, effectivement, on sera tout électrique, ce qui sera une bonne chose. Mais ça veut dire qu'effectivement, en 2026, eh bien, il faut qu'on ait ce que j'appelle des indicateurs clés. Donc, on a des indicateurs clés avec toutes ces parties prenantes. Je les recite. Producteurs d'électricité, infrastructures électriques, bornes. Aujourd'hui, on n'a que 350 000 bornes pour recharger. Il en faudra 7 millions. Fabricants de batteries. D'où le lithium va venir. Il faudra 15 fois plus de lithium qu'aujourd'hui. Comment faire en sorte de ne pas quitter une dépendance des énergies à fuel, à carboné, à des dépendances de matériaux rares. Donc tout ça fait partie des grands sujets que je traite, que j'ai maintenant mis sur la table. Et tous les 3 mois, avec tous ces acteurs, on va se réunir pour voir comment on avance en 2026. On va non pas déduire s'il faut qu'on retarde la date, l'objectif c'est pas la retarder, mais voir s'il faut faire des efforts complémentaires, des investissements complémentaires, prendre des décisions complémentaires, où et comment. On posera des questions, il y a des questions aussi sur le e-fuel qu'il faudra peut-être réouvrir, un certain nombre de questions, sans remettre en cause évidemment la date de 2035. C'est maintenant, comme d'habitude, le caractère opérationnel qui fait la différence. J'ai toujours appris ça dans ma vie. La stratégie c'est assez simple, l'exécution c'est différent. On est dans l'exécution. Il nous reste 5 minutes, Thierry Breton, monsieur le super commissaire. Je vais vous dire, l'impression qu'on a, c'est qu'on avance dans une période où on nous dit que en 10-15 ans, la vie va changer pour beaucoup, sur beaucoup de plans. La circulation, les villes, les appartements, etc. Et donc on a l'impression, quand vous êtes commissaire, que vous
prévoyez l'avenir, vous devez prévoir l'avenir, c'est votre métier. On a l'impression que aucune assurance, mais aucune, même pas 5%, que vos prévisions correspondent à la situation qu'on connaîtra dans un an ou deux. Chez les peuples, écoutez, chez l'opinion publique. Oui. C'est ça qui est... on se dit, Thierry Breton, il est très intelligent, il prévoit tout, mais... Non. Voilà. L'avenir, d'abord, contient... comme vous voyez, personne n'avait prévu la crise de Covid, mais il se met en situation ensuite pour essayer de la gérer. Vrai, oui. Personne n'avait prévu la guerre en Ukraine, en tout cas pas en Europe, mais on essaie ensuite d'en tirer les conséquences. Oui. Donc, vous voyez, il n'en demeure pas moins qu'il faut aussi des phares. Il faut aussi voir vers où on va. Prenons ce qui se passe sur qu'est-ce qu'on a comme certitude sur le long terme. Sur le long terme comme certitude, parce qu'après ça, évidemment, ça, je l'ai appris dans ma vie, quand on est chef d'entreprise, vous faites un budget. Bien sûr. Moi, j'ai l'habitude de le dire à mes collaborateurs. Vous faites un budget tous les ans. Vous proposez votre budget, vous le discutez, et jamais, j'ai été chef d'entreprise pendant 35 ans, le budget est appliqué. Et jamais il se déroule comme vous l'aviez prévu. Jamais. Mais pourtant, toujours, il doit atterrir là où vous l'aviez prévu. Ça forme un homme. Vous voyez ? Il faut trouver des solutions. Et en permanence, trouver des plans A, des plans B, des plans C, peut-être même les mettre en... Donc ça forme un homme, je peux vous dire, ou ça forme une équipe, ça. Jamais les budgets se déroulent comme vous les imaginez, mais pourtant vous avez l'obligation de les faire atterrir là où ils sont, faute de quoi, vous ne restez plus. Voilà, c'est tout. Et on vous chasse, et on a raison. Donc je dirais que c'est un peu ça aussi la vie des politiques aujourd'hui. Ouais. Jamais ça va se produire comme vous le passez, permacrise, mais vous devez être en situation, évidemment, de pouvoir régler les problèmes. Mais pour ça, il faut aussi avoir l'anticipation. Et je voudrais dire un petit mot aussi sur le travail que fait François Bayrou à la tête du plan. Il faut avoir des anticipations. Il faut savoir où on va. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être dans une planète de 10 milliards d'habitants ? C'est une question qu'il faut qu'on se pose. Parce qu'au fond, c'est de ça dont on parle. Quel est l'impact sur notre environnement ? Comment on fait pour éduquer tous les enfants ? Pour les soigner ? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de rapport de force ? De recomposition, peut-être de la planète, de la géopolitique. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de dépendance, qui pourrait être utilisée à notre insu ou à notre encontre ? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de vieillissement ? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de nourriture ? Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'appropriation des ressources aquatiques ? Toutes ces questions-là, voilà, il faut effectivement les avoir devant nous. Qu'est-ce que ça veut dire que dans une planète qui se réchauffe à la vitesse où elle se réchauffe ? Vous voyez, donc moi je dis à mes collaborateurs aujourd'hui, bon, on a maintenant notre objectif 2050. J'ai envie de me projeter à 2100. Oui, parce que 2050, décarboné pour nous, on va y arriver. Ça va être très compliqué, on vient d'en parler sur l'horizon 2035. Mais on va y arriver. C'est indispensable pour la planète, mais on n'est que 450 millions. Alors j'entends certains dire, ah bah oui, mais on n'est que 450 millions, donc on va être les bons élèves, mais le reste. Donc il faut évidemment continuer à peser sur les autres, avoir des discussions. Je crois évidemment au COP, c'est très important, contrairement à ce que certains disent. Bon. Mais ça veut dire aussi qu'il faut que pour nous, ça voudra dire ne plus dépendre, comme on l'a fait pendant plus d'un siècle, des énergies fossiles et des régions du monde qui les produisaient, c'est-à-dire essentiellement, il faut le dire les choses comme elles sont, hasard de l'histoire peut-être, ironie de l'histoire sans doute, dans des systèmes qui sont plutôt autocratiques. Ces ressources abondantes et artificielles et les moyens qu'elles génèrent expliquent peut-être cela. Mais il n'en demeure pas moins que nous sommes aujourd'hui dépendants, d'un point de vue économique, de pays qui utilisent ça. Quand on leur dit qu'il faut augmenter la production de barils de pétrole, ils ne le font pas parce que ça préserve leurs intérêts économiques, alors que ça va à l'encontre des intérêts de la planète. Donc ce que je dis, c'est que derrière, on a un autre objectif. Il est aussi stimulant que le premier. C'est de regagner notre souveraineté, notre autonomie énergétique. Et pourquoi je dis 2100 ? Parce que si nous, on réussit à atteindre notre autonomie énergétique en 2050, et on l'atteindra, et en particulier grâce à l'électrification par rapport à tout ce qu'on a dit, énergie renouvelable et nucléaire et de plus en plus propre, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire et on a les ressources, il ne faut pas croire, on a aussi les combustibles, et on saura les recycler. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'ensemble de la planète ? Elle ne sera jamais au rendez-vous en 2050, évidemment. Mais si on se fixait comme objectif 2100, ne plus utiliser d'énergie fossile, là, je me sens un peu plus à l'aise avec notamment le projet que ça veut dire pour les uns et pour les autres, y compris pour l'Afrique. Donc je vous invite, ce sera peut-être la conclusion de notre discussion,
Rendez-vous en 2100. On sera tous là. Une planète Aucun décarbonée. problème. On va faire les cartons d'invitation. Et merci d'avoir été avec nous. C'était vraiment intéressant de voir comment, au niveau de l'Europe, on cherche. On cherche. C'est ça qui est. Moi, c'est ça que j'ai retenu de ce que vous avez dit. On ne réussit pas toujours, mais quand même, on cherche. Et quand on cherche, on trouve de temps en temps quelques solutions. Même quand il y a des bosses et des creux des bosses, quoi. Avec une seule lumière, l'intérêt général. Et la vie.